Bonjour à tous et merci de nous rejoindre ce matin. Nous allons parler des résultats annuels 2020 et vous en présenter une première synthèse. Euh, nous sommes actuellement dans cette salle digitale, actuellement 15, mais vous êtes un peu plus de 90 inscrits. Nous commençons ponctuellement à 9h30 parce que nous avons eu des retours de certains disant que le fait d'attendre que tout le monde soit là n'est pas très courtois pour ceux qui sont arrivés à l'heure. Et par ailleurs, on nous a également fait le retour qu'il fallait tenir bien notre horaire de façon à ce que vous puissiez bien organiser votre temps. Donc, nous sommes ici de 9h30 à 11h30. Nous allons organiser le temps avec deux sessions, à l'issue de laquelle je vous propose de faire un temps de Q&A, c'est-à-dire on va essayer de partager nos 2 heures en 4 demi-heures. 2 demi-heures d'exposé intercalées avec 2 demi-heures de Q&A. Et bien entendu, si vous avez davantage de questions, nous serons à vos dispositions ensuite. Alors, comment les sociétés abordent 2021, parce que c'est ça qui nous intéresse dans l'analyse des résultats annuels 2020. Pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois, en quelques mots, comment avons-nous fait cette analyse et pourquoi? L'Hebdo des âgés, depuis 13 ans, a pour mission de promouvoir les meilleures pratiques de place. Pour ce faire, nous avons 2 spécificités. D'une part, nous observons ces pratiques dans la vie réelle, avec la particularité d'assister soit en direct, soit en visio à tous les présentations de résultats, Investor Day, Assemblée générale, ordinaire, annuelle ou extraordinaire, de toutes les sociétés du CAC All Tradable, à Paris, en région et à l'étranger. Je crois que nous sommes l'une des seules sources, en particulier sur les sociétés cotées en région, du moins source systématique. Vous avez ici la répartition de notre échantillon de veille. Et pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois, nos codes couleurs, ce sont en jaune le CAC 40, en violet ce que nous appelons le Next 80, c'est-à-dire les 80 sociétés du SBF 120 qui ne sont pas dans le CAC 40, et en vert ce que nous appelons le Next++, c'est-à-dire les autres sociétés. Le nombre est variable, mais c'est environ 200. Le nombre est variable parce que l'indice varie, le CAC All Tradable. Environ 200 sociétés du CAC All Tradable qui ne sont pas dans le SBF 120. Donc, dans l'ensemble, plus petite. Assister à tous ces événements de société, ça veut dire, pour détecter les meilleures pratiques, avoir assemblé une grande quantité de data. Vous avez ici un échantillon des chiffres clés que nous avons. L'année dernière, nous avons couvert 334 assemblées générales et 574 présentations de résultats annuelles ou semestrielles. Nous avons collecté ainsi plus de 6000 questions d'actionnaires. Nous avons le premier, et je crois aujourd'hui le seul, moteur de recherche de questions d'actionnaires par thème ou par société ou par année. Nous benchmarkons les administrateurs suivant leurs différentes caractéristiques de biographie, d'âge, de score, de rémunération, de type de mandat, de type de responsabilité. De la même façon, les dirigeants et surtout les rémunérations de dirigeants, je sais que c'est toujours un point sensible. Et nous faisons également le même travail de collecte d'informations sur les commissaires aux comptes et leur mandat. Une fonctionnalité bien utile pour nos amis commissaires aux comptes. Nos activités sont structurées en 4 offres. Celle qui nous occupe aujourd'hui, c'est celle que vous avez tout à fait à droite de l'écran, les webinaires gratuits. Depuis le début de la crise sanitaire en mars dernier, nous vous offrons chaque mois
un webinar de 2 heures environ sur un sujet d'actualité que nous préparons à partir de nos données, soit animé par nous-mêmes comme aujourd'hui, soit animé par un intervenant ou une intervenante extérieure. Nous avons l'académie de formation qui a le nom AGSkills, qui est une académie agréée, c'est-à-dire que les participants aux sessions de cette académie se voient créditer leurs heures de formation dans leur compte formation, ce qui est très important, notamment pour les avocats. Et en termes budgétaires, ça entre dans votre CPF, c'est-à-dire c'est un budget formation. Les prochaines sessions qui en sont prévues concernent la cybersécurité d'une part, et d'autre part, la session suivante est sur les plans de succession à l'intérieur des conseils d'administration et des comités exécutifs. Et puis, nous avons l'offre historique que beaucoup d'entre vous connaissent depuis 13 ans, qui est la veille, que nous avons, qui est le socle de notre activité, qui donne lieu à une publication sur notre site au fur et à mesure de chaque réunion de présentation de résultats ou d'assemblée générale du compte rendu. Et puis, nous avons l'activité base de données, base de benchmark, qui est plus nouvelle, comme certains d'entre vous l'ont déjà expérimenté. Aujourd'hui, nous sommes ici pour faire le bilan des présentations de résultats publiées à ce jour, donc pas encore l'ensemble du cas Coltradable. Nous avons, jusqu'à hier soir, on a arrêté nos compteurs, 85 présentations de résultats. Vous avez vu sans doute ce matin déjà, il y en a eu plusieurs d'autres, notamment les très attendus Veolia et Suez. Nous les avons lus, mais elles ne sont pas intégrées dans les chiffres. En revanche, lors du Q&A, on pourra les prendre en compte. Et comme vous savez, quand je dis nous avons lu, c'est parce que leurs webcasts seront cet après-midi. En termes de secteur, ces présentations de résultats représentent un grand nombre de secteurs. Vous voyez que les secteurs autour de cette roue sont extrêmement variés. Autre chose concernant nos codes couleurs, pour ceux qui viennent ici pour la première fois, quand c'est bleu, de cette façon, de ce bleu, ça veut dire que nous parlons de l'ensemble de notre échantillon et non pas d'un indice en particulier. Alors, je vous propose de passer la première demi-heure sur les sujets qui sont ici en haut, c'est-à-dire les sujets plutôt financiers, les résultats nets qui sont en baisse, mais pas partout, les dépréciations d'actifs qui ont concerné surtout les grandes entreprises, et on verra surtout au premier semestre, et qui ont impacté bien évidemment les résultats nets. Les cash flows, ils sont à un niveau record cette année, et puis les mots-clés des sociétés cette année, agilité, résilience, responsabilité. Donc agilité et résilience, cela va concerner plutôt les sujets financiers, la protection des marges pour l'agilité et le rebond des ventes pour la résilience. Ensuite, je vous donnerai la parole pour le Q&A. On prévoit une demi-heure. Ensuite, nous parlerons de responsabilité, qui a été un mot-clé également de toutes ces présentations de résultats. La RSE s'est imposée avec des indicateurs extrêmement précis. La digitalisation des sociétés, qui a été un axe stratégique très important et que beaucoup d'autres sociétés ont... Bénédicte, apparemment, les gens ne voient pas les slides. Je les vois. Mais... Ah, excusez-moi. Heureusement que vous me le dites. Voilà. Ah oui, donc vous n'avez rien vu de la... Bon, écoutez, je vous enverrai de toute façon les slides après. Et je suis confuse. C'était juste le début. Mais du coup, vous n'avez pas vu notre... Je peut-être quand même, parce que c'est important pour vous que vous sachiez de qui on parle.
ce qui est important pour vous, c'est en termes d'échantillons. En termes d'échantillons, vous voyez que nous avons à peu près un tiers de sociétés dans l'ensemble, à peu près un tiers de sociétés en région ou à l'étranger et 2 tiers de sociétés parisiennes, c'est ça. Et puis, alors, hop, excusez-moi. Et puis, sur les 85 sociétés dont nous parlons aujourd'hui, nous avons, ce sont les 85 qui ont publié à hier soir. Nous avons 3/4 quasiment du CAC 40, la moitié du Next 80 et une petite partie de sociétés plus petites. Donc, l'échantillon que nous analysons ce matin a un biais vers les très grandes entreprises. D'un point de vue sectoriel, il est très varié. Excusez-moi de ce couac technologique. Les résultats nets sont en recul dans l'ensemble de notre échantillon, c'est-à-dire que c'est moins 6% en moyenne sur les 85 sociétés. On voit que il est en recul d'autant plus fort que les sociétés sont plus grandes. Bien sûr, on peut dire que notre échantillon sur les petites sociétés est encore faible, puisqu'on en a beaucoup moins. Elles vont communiquer un peu plus tard. Néanmoins, on observe que les résultats nets sont en recul plus fort dans les sociétés du CAC 40. Une des explications que nous avons, c'est qu'on a observé que les dépréciations d'actifs qui, comme vous le savez, impactent le résultat net, ont été plus nombreuses dans les plus grandes sociétés. Sujet dont on va parler après, mais on a une explication possible qui est que les dépréciations d'actifs concernent bien souvent des actifs qui ont été achetés et non pas créés dans la société. Or, la croissance par stratégie de croissance externe, dans l'ensemble et sans caricaturer et sans faire de généralisation excessive, concerne plutôt les très grandes sociétés et les plus petites sociétés ayant cru dans l'ensemble plutôt par croissance organique et donc ayant moins d'actifs à déprécier éventuellement. C'est une des explications que nous avons eues en parlant avec plusieurs commissaires aux comptes. Ce qu'on observe également dans les résultats nets cette année, c'est un nombre inhabituel de sociétés déficitaires. Il y a toujours, bien sûr, des sociétés déficitaires quelquefois, mais là, cette année, c'est-à-dire 2020, sur les 85, il y en a un nombre important, qui n'est évidemment pas un signe de très bonne santé. Les secteurs les plus touchés, si on regarde à la fois, on parle de relatif de 2020 par rapport à 2019. Les secteurs les plus touchés sont les infrastructures, les banques et l'énergie. Sur les infrastructures, sur ces 3 secteurs, les explications sous-jacentes sont différentes. Les infrastructures, c'est un impact immédiat de la baisse de fréquentation liée au confinement. Donc, on peut se dire que les infrastructures devraient redémarrer dès que le trafic en voiture, à pied, en train ou en avion redémarrera. Néanmoins, vous avez vu les différents indicateurs qui sont sortis en termes de trafic. La plupart quels que soient les modes de trafic, la plupart des sociétés attendent un retour plutôt vers 2024, voire 2025, qu'il s'agisse d'aéroports ou d'automobiles. Les banques, c'est le coût du risque. Alors,
on verra que toutes les banques n'ont pas des résultats en recul, ce qui veut dire aussi qu'elles n'ont pas toutes le même profil de risque. Néanmoins, elles ont provisionné beaucoup plus pour le coût du risque que d'habitude. Et ça, c'est quelque chose sur lesquels beaucoup de questions leur a été posées lors des présentations de résultats, mais elles n'ont pas, à la différence des sociétés d'infrastructure, donné d'horizon. Sur l'énergie, le secteur énergie comporte en particulier le secteur pétrolier. Et dans le secteur pétrolier, vous n'êtes pas sans savoir que le prix du baril a chuté très brusque, enfin très bas en 2020. Et donc les résultats du secteur énergie dans l'ensemble sont très impactés par le coût du pétrole. Qui a remonté. Vous avez vu que les hypothèses sur le coût du pétrole en 2021 sont autour de $50 par baril. Donc ce troisième secteur très touché en 2020 pourrait l'être moins en 2021. En termes de société, vous voyez que la société la plus touchée, alors encore une fois, tout à l'heure, c'était peut-être pas très concret si vous n'aviez pas sous les yeux les slides, mais nos codes couleurs, le orange ou jaune, c'est le CAC 40 et le violet, c'est ce que nous appelons le Next 80, c'est-à-dire le SBF 120 qui n'est pas dans le CAC 40. Et puis là, il n'y en a pas, mais le vert, c'est les sociétés du CAC All Tradable qui ne sont pas dans les deux premiers segments. La société la plus touchée, c'est Renault en termes de recul de résultats. Vous avez à l'esprit que sur les 8 milliards de différence de Renault cette année, en 2020 par rapport à 2019, il y a un peu plus d'1 milliard de dépréciation d'actifs et 5 milliards liés à l'activité Nissan. Le reste étant lié à l'activité. Et puis Air France, Valeo et Aéroports de Paris qui font partie des secteurs, des sociétés qui font partie des secteurs dont nous avons mentionné qu'ils étaient les plus touchés. Mais tous les secteurs ne sont pas touchés. Il reste des secteurs très porteurs en termes de croissance des résultats. Là, on parle de croissance de résultats, on parlera plus tard de croissance d'activité et de chiffre d'affaires. Les télécoms, les SS2I, qui est le secteur... donc, nous suivons la classification du secteur dit ICB en termes de classement boursier. Et dans les SS2I, ce sont les sociétés de conseil qui sont spécialisées dans les sujets technologiques, je dirais au sens large et même très large. Ça va de Capgemini à Alten, en passant par de nombreuses sociétés de conseil. Ces sociétés ont bénéficié massivement du déploiement de leur savoir-faire en matière de transformation digitale. Les télécoms, c'est beaucoup le déploiement de la fibre qui a été extrêmement accéléré avec les confinements et le besoin d'avoir des connexions de très haute qualité. Ensuite, la pharmacie, le secteur biotech, la pharmacie en général, les biotech, la France a énormément de sociétés très, très mobilisées. Et puis, au sein du secteur énergie, on a isolé un secteur qui n'ont... Alors, pour une fois, ce n'est pas un secteur ICB, c'est nous-mêmes qui l'avons isolé. Ce sont les pure plays de l'énergie renouvelable ont extrêmement le vent en poupe. Les sociétés qui ont des résultats en plus forte croissance, M6, c'est beaucoup un effet de base de comparaison de 2019 par rapport à 2020. Orange, porté à la fois par le fait que le secteur est porteur, et puis Orange avait cette année, vous l'avez vu, un apport de résultats exceptionnels impactant le résultat net qui était lié à une résolution favorable d'un litige fiscal. Sartorius, qui est exemple même de la société liée au secteur pharma, qui est en très très forte croissance.
Et puis Chargeur, donc là, vous voyez arriver une société du Next++, Chargeur qui a déployé cette année 2 activités nouvelles, dont une liée au secteur santé. Les dépréciations d'actifs, alors encore une fois, gardez bien vos questions, s'il vous plaît, précieusement. On passera les questions, je regarde l'heure. Dans 10 minutes, je vous donne la parole. Les dépréciations d'actifs qui ont impacté le résultat net, on a commencé à en parler. On en cite ici quelques-unes. Pour dire, cette année, les dépréciations d'actifs ont été très importantes à la mesure de la violence de la crise, et pour la plupart constatées dès le premier semestre et confirmées au second semestre. Les cash flows sont à un niveau record, ce qui est une particularité de cette année. Alors, deux effets pour cela. Le premier, c'est des mesures de protection des liquidités, les gestions des stocks, voire le déstockage pour beaucoup d'entreprises au premier semestre. La réduction ou la suppression des dividendes. Vous vous souvenez qu'au premier semestre, beaucoup de sociétés, par prudence et aussi par recommandation gouvernementale et de la FEP, ont réduit les dividendes à la portion qui avait été déjà versée en acompte, ou l'ont supprimé pour ceux qui n'avaient pas versé d'acompte, les dividendes en actions pour ceux qui ont maintenu les dividendes, le chômage partiel qui a permis aux sociétés de conserver une partie de leur cash sans pour autant supprimer leurs effectifs, l'allongement des maturités de dette, et puis ça, on parle de liquidité. On va parler après de réduction des coûts qui ont aussi impacté les cash flows. Ce qui fait qu'on arrive à des cash flows dans l'ensemble à des niveaux records, et dans certains cas isolés. Là, on cite 3 sociétés qui l'ont explicitement mentionné dans leur communication de résultats. Lizzie, qui est une société, comme vous savez, de matériel pour l'automobile, enfin d'équipement pour l'aéronautique et l'automobile, et qui s'est diversifiée dans la santé. Nexans, les câbles, et Valeo, équipementier automobile. Donc 3 sociétés qui, a priori, n'étaient pas en piste pour être avoir la vie la plus facile en 2020, et qui pour autant, par les différentes mesures qu'elles ont mises en œuvre, ont dégagé des cash flows qu'elles ont elles-mêmes qualifiés de records. Alors, vous avez remarqué qu'il y a 3 mots qui reviennent partout: agilité, résilience, responsabilité. Alors, on va parler là de agilité déjà. Je jette un coup d'œil à l'heure. Agilité, c'est la protection des marges. Alors, la protection des marges, ça a été la priorité des sociétés. Protection des marges, ça veut dire variabilisation des coûts, et notamment des coûts fixes. Je vois que vous êtes très nombreux. Voilà. Je jetais un coup d'œil dans le chat pour... Voilà. Vous avez ici le nombre de sociétés qui ont souligné le fait qu'elles avaient, en fin d'année 2020, récupéré le niveau de marge en pourcentage de marge opérationnelle de 2019, malgré la crise au premier semestre. Vous voyez que c'est entre un peu plus de 50% et 2/3 des sociétés, suivant la taille de société, ce qui est une prouesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réduction des coûts et réduction ou report des investissements. Les réductions de coûts, ça a été, on donne quelques exemples, la réduction des frais généraux, des voyages, des dépenses non impératives. Là, on n'a pas fait la liste des sociétés parce que vraiment, ce sont toutes les sociétés qui ont mis cette mesure en premier, et dès le mois de mars, voire pour celles qui étaient très présentes en Chine, comme Valeo par exemple, a souligné que dès le mois de janvier, ils ont mis un
un plan de réduction des coûts drastique en place. Réduction des frais de personnel, il y en a beaucoup. Ça ne veut pas forcément dire suppression d'effectifs, plan social, parfois, mais pas toujours. D'autres sociétés ont recruté, on l'a également souligné. Atos, Sartorius, M6 ont souligné qu'ils étaient en phase de recrutement. Meilleure gestion des stocks, on en a parlé tout à l'heure, le déstockage. Valeo a souligné cette mesure mise en place et a expliqué comment ils avaient fait. Les sociétés travaillent désormais beaucoup plus en flux tendu, ce qui va être, selon beaucoup d'entre elles, quelque chose qu'ils vont conserver pour la suite. Report d'investissement, qui est une mesure plus conjoncturelle. On donne ici les exemples de Mercialis, donc une foncière, Valeo et Forestia, donc équipementiers automobiles tous les deux. Et puis, en contrepartie de ces réductions de coûts sur les coûts classiques, il y a des augmentations de coûts pour mettre en place les règles sanitaires. Peu de sociétés ont chiffré cela. On donne 2 exemples, Bureau Veritas et Nexans. Mais il faut prendre en compte le fait que les mesures de mise en place de règles sanitaires ont aussi eu un coût pour les sociétés. L'agilité, un tiers des. Donc vous voyez qu'on cite un certain nombre de sociétés, ce qui ne veut pas dire que les autres n'ont pas réduit leurs coûts. En revanche, 2 tiers des sociétés, à peu près, disent simplement qu'elles ont réduit drastiquement leurs coûts, n'expliquent pas exactement comment. Et donc, nous avons voulu souligner le fait que un tiers d'entre elles, c'est-à-dire entre 31 et 44% suivant la taille de société, ont communiqué un plan de réduction de coûts extrêmement précis et expliqué comment elles avaient réussi cette prouesse. L'agilité, c'est également aussi l'allocation des efforts, la redirection des efforts vers des segments en croissance à l'intérieur des mêmes sociétés. Et c'est d'autant plus spectaculaire sur les sociétés qui se sont retrouvées avec des marchés traditionnels en grande difficulté. Airbus, vous avez vu qu'Airbus, qui a toujours servi à la fois le civil et le militaire, a une très forte croissance dans la partie militaire, enfin très forte croissance dans la partie militaire, qui n'était pas la priorité les dernières années. Air France, l'activité cargo va bien. Plastic Omnium s'est focalisé sur les véhicules électriques, qui était une poche de croissance et qui lui a permis de rebondir très fortement au second semestre. Lizzie a développé l'activité médicale, qui était déjà une activité historique, mais qui s'est très fortement développée. Carmila, qui est une foncière, vous savez que Carmila groupe Casino, Carrefour, pardon, je confonds. Carmila a lancé 15 projets santé, c'est-à-dire 15 projets dans des centres commerciaux liés à l'implantation de pharmacies ou de centres de soins ou de centres de tests. L'agilité, c'est également la capacité à réaliser rapidement des acquisitions, même et surtout en temps de crise. Les sociétés ont gardé le regard sur le moyen et le long terme, et les directions financières et juridiques ont su manœuvrer très rapidement. Vous avez à l'esprit les grands mouvements stratégiques, bien sûr, comme Capgemini, Altran ou Euronext Borsa Italiana. Il y a eu cette année un très grand nombre d'acquisitions et notamment quelquefois une activité intense comme Atos qui a réalisé 10 acquisitions l'année dernière. 10 acquisitions en un an. Nous avons ici une liste qui est non exhaustive, mais vous voyez sur un échantillon de 85 sociétés, c'est déjà énorme. La résilience, c'est-à-dire la capacité à absorber le choc et à retrouver sa position initiale, c'est le fort rebond des ventes dès le mois de juin.
2020 pour aboutir à un second semestre bien meilleur que le premier, alors même qu'au second semestre, on a eu aussi un confinement en France, mais pas dans tous les pays. Vous avez en mémoire les chiffres du premier semestre en termes de vente, en termes de chiffre d'affaires. On était bien au-delà de moins 10%, on était parfois au-delà de moins 20%. Et grâce à un rebond très rapide dès le mois de juin et qui a impacté le second semestre, la baisse de chiffre d'affaires dans l'ensemble est limitée sur l'année, suivant les sociétés, à entre moins 5 et moins 9%. Les secteurs les plus touchés, cependant, par la baisse de chiffre d'affaires, cette fois, on parle plus de résultats, c'est comme dans si on regarde le résultat, l'aéronautique, mais ce qui est différent, c'est l'automobile, les foncières, le luxe. Donc, vous voyez que ces sociétés, en termes de chiffre d'affaires, en termes de secteur, ont été très impactées, mais vous les avez pas vues dans les sociétés les plus touchées en termes de résultats. Ça veut dire que ce sont les secteurs qui ont su le plus rapidement ou ont eu le plus rapidement la capacité de gérer la partie coût pour faire en sorte que le résultat soit moins impacté. Les sociétés les plus touchées, Air France, ADP, c'était aussi les plus touchés en termes de résultats. Vous avez aussi Lizzie, Airbus, BIC, Vallourec. Vallourec, vous avez à l'esprit la difficulté également bilancielle de Vallourec. Mais vous voyez que, par exemple, BIC et Lizzie n'étaient pas les plus touchés en termes de résultats grâce aux mesures de réduction de coûts. C'est pas parce que il y a des secteurs très touchés que il n'y en a pas en croissance. Alors, en termes de croissance de chiffre d'affaires, on a des secteurs en croissance à 2 chiffres. La pharma et le conseil, qualifié par ICB de SS2I, c'est conseil en transformation essentiellement digitale. Et puis, en termes de société, en croissance two digits, on voit que c'est pas seulement ces 2 secteurs. C'est-à-dire que GTT, c'est-à-dire le gaz liquéfié, enfin les membranes pour transport de gaz liquéfié, Sartorius Pharma, on l'a vu tout à l'heure, Euronext, c'est beaucoup lié à ces mouvements stratégiques, Chargeur, on l'a vu tout à l'heure, Dassault Systèmes, qui s'est extrêmement développé, et puis Capgemini également. On a un nouvel indicateur qui avait commencé à émerger au premier semestre, qui était très rare jusqu'au premier semestre 2020, c'est le carnet de commandes. Les sociétés, au premier semestre, probablement pour être plus transparentes encore, pour assurer leur actionnariat, ont donné leur carnet de commandes pour assurer sur le fait que les chiffres d'affaires, les baisses de chiffre d'affaires étaient temporaires. Le niveau de carnet de commandes aujourd'hui, entre 1/3 et 2/3 des sociétés, de façon très variable suivant la taille, donnent leur carnet de commandes soit en valeur, soit en montant, soit en nombre de mois de chiffre d'affaires, mais ce qui permet aussi au marché d'avoir un visuel sur leur performance commerciale et leur capacité à rebondir. La performance commerciale elle-même est très commentée, ce qui n'était pas le cas en 2019, avec l'effet prix-mix positif, une premiumisation de façon générale de l'offre des sociétés cotées en France, le lancement de nouvelles offres, l'essor du e-commerce et le fort rebond au mois de juin. Je vous laisse à présent la parole pour vos questions. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de nos rendez-vous, ce que nous vous proposons en termes de fonctionnement, c'est vous listez vos questions si vous voulez dans le chat.
Et dans ce cas-là, Michel vous donne la parole au fur et à mesure. Et puis, dès que vous prenez la parole, là pour le coup, vous pouvez tout de suite intervenir. À ce moment-là, vous désactivez vous activez plutôt votre micro et puis vous posez votre question, tout simplement. Vous avez la parole. Nora, vous voulez poser une question? Ah, pardon. Personne. Vous n'avez aucune question? Est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce que c'est que est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer que vous n'avez aucune question pour que je passe à la suite sans frustrer personne? Est-ce que j'avais... Bonjour Bénédicte, Claire Nicolas, j'avais une petite question. J'ai pris le chat en cours de route. L'analyse porte sur les résultats présentés jusqu'à quelle date? Jusqu'à hier soir. C'est-à-dire on n'a pas intégré les résultats de ce matin parce que on intègre les présentations. Enfin, on a lu bien sûr les communiqués et de présentation mis en ligne ce matin par les sociétés qui ont communiqué ce matin. Mais dans nos analyses, il y a toutes les questions d'analystes et les webcasts sont pour la plupart à 14 heures. Donc c'est les sociétés qui ont communiqué jusqu'à hier soir. Parfait, merci beaucoup. Il y en a 85. Bon, s'il n'y a aucune question pour l'instant, je vous propose de poursuivre. La responsabilité est un thème qui a été très abordé lors de ces résultats annuels. La responsabilité, c'est aussi l'ensemble du courant qui s'est cristallisé au moment du premier confinement sur l'importance de la raison d'être, qui était un courant qui venait de loin déjà. L'année dernière, 13 sociétés ont fait voter sur leur raison d'être, mais plus de 75% d'entre elles, d'entre vous, vous êtes beaucoup de sociétés, mais pas seulement autour de cette présentation, ont formulé une raison d'être. Alors, lors de ces présentations de résultats, la moitié des sociétés ont publié des indicateurs extra-financiers. Et c'est d'autant plus important dans les plus grandes sociétés. Publier des indicateurs financiers ou ne pas en publier, c'est un acte important, mais en revanche, c'est pas parce qu'elles n'en publient pas lors des résultats qu'elles n'en ont pas et qu'elles ne vont pas en publier dans leur document d'enregistrement universel ou dans leur assemblée générale. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient maintenant dans les présentations de résultats traditionnellement orientées vers les investisseurs. Ça veut dire que c'est très important pour les investisseurs aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type d'indicateur? On a l'indicateur présent chez toutes les sociétés qui en parlent, enfin qui parlent d'extra-financier. C'est la décarbonation, pour employer un anglicisme, la réduction de dioxyde de carbone, quelle que soit la taille de la société. On a aussi un nombre important de sociétés lors de ces présentations qui ne publient pas encore d'indicateurs, mais s'engagent à définir un objectif au cours de l'année 2021. La féminisation, qui va au-delà des objectifs de féminisation recommandés par la FEP, donc une quasi-obligation, mais beaucoup de sociétés publient des indicateurs d'équilibre homme-femme, soit en nombre d'hommes et de femmes dans chaque instance, soit en comparaison des niveaux de salaire pour certaines.
La satisfaction client, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient déjà là il y a une dizaine d'années, la satisfaction client, c'était le premier indicateur extra-financier qui a été publié. La satisfaction client, c'est un indicateur qui se développe, qui n'est pas aussi omniprésent que la réduction de dioxyde de carbone ou la féminisation des instances. Mais il se développe et vous voyez que c'est intéressant de voir qu'il se développe qui ne dépend pas d'un secteur. Le verdissement des lignes de crédit, qui est également quelque chose qui se développe. Gessina a une formulation assez intéressante dans la présentation de ces indicateurs extra-financiers. Gessina explique qu'il s'engage en termes responsables à la fois à l'actif et au passif. Et au passif, il cite les lignes de crédit. La baisse des accidents du travail, qui était aussi un indicateur historiquement très, très important, qui ensuite a un peu disparu en termes de communication, et qui n'a pas disparu bien sûr dans la vie quotidienne des sociétés. Mais Total a ouvert sa présentation de résultats par là. Patrick Pouyanné a commencé par ouvrir sa présentation aux analystes par sa fierté sur le fait que les accidents du travail avaient baissé, bien avant de présenter ses résultats financiers. Les actions locales et le soutien des initiatives locales, c'est un indicateur qui est apparu au premier semestre 2020 et qui fait son chemin. La façon dont les sociétés permettent à la vie locale, notamment la vie en région, de se développer. Et puis les récompenses, ça c'est un indicateur qui a toujours existé. Les récompenses par les différents indices, notamment VGO, Gaïa, et puis les notations. Ça c'est quelque chose qui a toujours existé et qui notamment est très important pour le suivi des rémunérations des dirigeants, parce que bien souvent les récompenses et la présence dans les indices est un des critères de rémunération des dirigeants. La digitalisation accélérée, ça a été un phénomène très fort de l'année 2020 dans toutes les sociétés, et vous l'avez expérimenté. Ce qui est très intéressant, c'est que ça a été un thème des présentations de résultats. C'est un thème des présentations de résultats, on n'est pas encore au bout. Et ce que je trouve très intéressant, c'est de voir que ça concerne toutes les sociétés, quel que soit leur secteur. On donne ici quelques exemples. Publicis, qui a basculé avec l'intégration d'Epsilon il y a 2 ans, a basculé vers le digital et la data en 2020, avec également un nouveau directeur financier qui a commencé sa présentation de résultats annuels par se présenter lui-même et mettre l'accent sur son savoir-faire en digital. La Française des Jeux, qui souligne que les mises digitales ont représenté 10% du chiffre d'affaires 2020, ce qui est une grande nouveauté. BIC, avec l'essor du e-commerce. Gessina, donc foncière, qui souligne la croissance des visites virtuelles, outils qui ont été mis en place en 2020. Et on pourrait citer nombre d'autres exemples. La digitalisation imposée par le confinement est quelque chose qui a, d'une part, beaucoup changé l'offre des sociétés et ouvert d'autres horizons, de création de chiffre d'affaires. Les perspectives, pour autant, on souligne que les perspectives sont incertaines. C'est un mot qui revient dans la plupart des présentations.
Cette année, moins de la moitié des sociétés donnent des guidance chiffrés pour 2021. Les sociétés sont très nombreuses à exprimer leur conviction que 2021 devrait être meilleur que 2020, mais souvent conditionnel, la façon dont j'exprime là. Et elles ont été tellement nombreuses fin juillet 2020 à exprimer leur quasi-certitude que le second semestre serait la fin de la crise, que là elles sont beaucoup plus prudentes dans leur formulation. Cependant, on a presque la moitié du CAC 40 qui donne des guidance chiffrées. Alors, quelles sont ces guidance? Donc là, vous voyez, la façon de lire ce graphe, c'est les axes sont les thèmes de guidance. Donc, vous avez le premier thème, c'est la marge opérationnelle en termes de taux, ce qui veut dire la capacité à réaliser un plan de réduction de coûts. 75% des sociétés du CAC 40 donnent un objectif de marge opérationnelle en pourcent qui s'assoit sur le fait que elles ont déjà réalisé, déjà montré qu'elles étaient capables de réduire leurs coûts en 2020 et de piloter cette partie-là. La moitié donne un objectif de cash flow. 33% donnent un objectif de chiffre d'affaires qui peut être un objectif de croissance, mais qui peut être un objectif aussi de stabilité. Un quart donne un objectif de résultat net, ce qui est intéressant parce que ça veut dire que 3/4 pensent pouvoir bien piloter leurs coûts. Excusez-moi, j'ai un bruit de fond dans la rue. 3/4 pensent pouvoir piloter leurs coûts et un quart donne un objectif sur résultat net. Ça veut dire que on n'est probablement pas à l'abri de nouvelles dépréciations d'actifs. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a presque 10% qui donnent un objectif de satisfaction client. Les guidance aussi sur les sociétés un peu plus petites, on voit que c'est pas le même profil. Qu'est-ce qu'on a de différent? On a moins de sociétés. Donc là, on parle d'une X80, c'est-à-dire ces sociétés qui sont plus petites, mais quand même dans le SBF 120, on voit que la moitié à peu près donne un objectif de marge opérationnelle, ce qui est beaucoup moins que dans le CAC 40. Et pourtant, on a vu qu'elles étaient tout à fait performantes dans les réductions de coûts, la variabilisation des coûts. Elles sont plus nombreuses que dans le CAC 40 à donner un objectif de croissance de chiffre d'affaires. 30% donnent un objectif de chiffre d'affaires et la plupart du temps, c'est un objectif de croissance du chiffre d'affaires. Elles sont moins nombreuses à donner un objectif de cash flow. Il faut dire que les cash flows ont été extrêmement importants sur cette taille de société cette année. Elles sont peu nombreuses à donner un objectif de résultat net. Vous vous rappelez, c'était 25% dans le CAC 40. Et elles sont moins nombreuses à donner un objectif, plus nombreuses à donner un objectif de satisfaction client. Et puis, quand on descend encore en taille de société, vous voyez que c'est presque pareil pour la marge opérationnelle et le chiffre d'affaires. Elles sont plus nombreuses à donner un objectif de cash flow. Traditionnellement, ces sociétés ont une très bonne gestion du cash flow en termes on voit au fil des années, c'est rare d'avoir un problème de cash flow sur une crise dans une société de ce que nous appelons le Next++. Elles sont peu nombreuses à donner un objectif de résultat net. Et elles sont beaucoup plus nombreuses, 2 fois plus nombreuses en proportion, mais rappelez-vous que notre échantillon est plus faible aussi, à donner un objectif de satisfaction client. Ce qui veut dire que ce sont des sociétés qui
plus encore que les autres, ont l'œil rivé sur la satisfaction client. Dernier point de notre exposé et de notre synthèse des observations sur les résultats annuels. Dans ces résultats annuels qui ont été présentés, certains sujets vont être soumis aux actionnaires et notamment, alors bien sûr la clôture des comptes, mais aussi les dividendes et les rémunérations de dirigeants. La réduction massive des dividendes l'année dernière, vous vous rappelez que c'est entre 3/4 et 85% des sociétés qui ont réduit ou supprimé leurs dividendes au titre de 2019, demandant un effort considérable aux actionnaires. Et vous voyez qu'elles sont encore plus nombreuses à reprendre, à proposer cette année de verser un dividende. On a fait le rapprochement entre les sociétés qui avaient supprimé leurs dividendes l'année dernière ou suspendu, leurs dividendes l'année dernière ou réduit, et les sociétés qui proposent de verser un dividende. Alors, les sociétés qui proposaient l'année dernière de verser un dividende, éventuellement en action, le proposent toujours. Parfois pas en action, mais en numéraire pour celles qui ont des cash flows très importants. Mais également les sociétés qui avaient réduit ou supprimé le dividende l'année dernière, à l'exception de 2, propose cette année de reprendre le versement de dividendes. Et ce qui est très intéressant, c'est que entre 20 et 37% pour l'instant propose d'augmenter le dividende, de faire une forme d'effet rattrapage sur la suspension de l'année 2019. On n'a pas donné de statistiques pour les plus petites sociétés parce que notre échantillon est trop petit. Non pas que les 14 sociétés proposent qui ont déjà publié leurs résultats annuels sur ce segment proposent tout de ne pas le verser, mais comme vous le savez, la communication sur les dividendes n'est pas obligatoire dans les résultats annuels et toutes les sociétés ne se sont pas encore exprimées là-dessus. Néanmoins, le sujet des dividendes va incontestablement être un sujet important des assemblées générales. Il est trop tôt encore pour voir si ce sera un sujet sensible, mais la justification de la suppression des dividendes l'année dernière était d'ordre sociétal, expliqué par la solidarité avec la crise et la mise en balance de l'effort des salariés et l'effort des actionnaires. Vous vous rappelez, c'était les types d'argumentaires développés. Ce printemps, les salariés vont devoir faire encore de gros efforts. Les plans sociaux décidés l'année dernière vont se mettre en œuvre ce printemps. Il est trop tôt encore pour savoir si ce sera un sujet sensible. Enfin, les plans sociaux seront un sujet sensible, mais si les dividendes seront un sujet sensible, mais ça pourrait l'être. Un autre sujet qui pourrait être sensible, c'est le bonus des dirigeants au titre de 2020. Vous avez en tête que la plupart des dirigeants et des administrateurs, mais souvent de façon plus large, les managers ont fait un effort de rémunération en 2020 en annonçant qu'ils renonçaient à 15, 20, 25, 30% de leur rémunération par solidarité avec leurs salariés au chômage partiel. C'était ce qui était déployé comme argumentaire et ça s'était annoncé au printemps dernier, quelquefois dès le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, quand c'était annoncé aux assemblées générales, mais certaines sociétés ont communiqué bien avant leur assemblée générale pour annoncer cela. Certaines sociétés ensuite ont tenu des assemblées, j'ai en tête Bouygues, vous en avez en tête aussi, plusieurs sociétés ont tenu des assemblées pour acter cela.
D'autres sociétés ensuite ont déjà tenu en ce début d'année des assemblées. Sodexo a confirmé que leurs dirigeants ont renoncé à toute augmentation au titre de 2020. D'autres sociétés ont octroyé des bonus lors de leurs assemblées générales en ce début d'année, ce qui a fait couler beaucoup d'encre. Et puis, on constate que cette année, contrairement à l'année 2020, en février 2020, lors des résultats annuels, beaucoup de sociétés se sont exprimées également sur le bonus de leurs dirigeants. La première chose qu'on voit cette année, c'est qu'il y a très peu d'informations pour l'instant. Alors même qu'à l'évidence, comme on publie comme les comptes, les projets de compte et les résultats annuels sont publics, les sociétés ont une opinion sur le bonus qu'elles vont verser à leurs dirigeants, donnent peu d'informations, ce qui ne veut pas dire qu'elles vont revenir sur les décisions qu'elles ont annoncées en 2020. C'est simplement qu'elles ne disent rien. Certaines sociétés comme Nexans et M6 ont communiqué spécifiquement pour confirmer qu'elles ne changeaient pas d'avis, ce qui est quelque chose d'extrêmement important, je pense, en termes de communication. Ça veut dire que le marché peut s'attendre à ce qu'il y ait eu des changements d'avis. Publicis a proposé d'annuler les baisses volontaires de rémunération des mandataires sociaux, mais aussi plus largement, qui avaient été consenties au printemps pour protéger les liquidités de la société qui finalement n'ont pas été impactées par la crise. TF1 a fait une communication juste simultanée avec ses résultats annuels pour présenter la rémunération des dirigeants et notamment le bonus exceptionnel de son directeur général. On peut s'attendre à ce que ces questions de bonus des dirigeants qui soient identiques à ce qui a été communiqué lors de l'année 2020 ou qu'ils soient corrigés parce que la société finalement va beaucoup mieux grâce aux actions entreprises. On peut s'attendre à ce que ce soit un thème important. La seule chose que nous constatons, nous, à ce stade, c'est qu'on a cette année peu d'informations encore. Je vous donne à présent la parole. Je regarde dans le chat qui... Oui, on a une question, oui. Alors, Anne, bonjour. Alors, vous dites, intéressant de voir que plus les tailles d'entreprise diminuent, plus la satisfaction client est un facteur important. Alors, encore une fois, Anne, à prendre avec des pincettes, on a peut-être un effet périmètre, mais sur 14 sociétés qui ont publié leurs résultats et qui font partie des petites sociétés, on a effectivement davantage de présence de cet indicateur que sur le CAC 40. Oui, c'est un fait. C'est un facteur important ça ne veut pas dire que c'est pas un facteur important pour le CAC 40 ou les sociétés plus grandes. Ça veut dire que c'est un axe d'objectifs communiqués de contrat avec le marché sur l'année 2021 important. Les sociétés qui proposent pas la reprise des dividendes sont Unibail, donc une foncière spécialisée dans les centres commerciaux, qui a invoqué pour cette suspension des dividendes le peu de visibilité qu'ils ont sur la reprise des activités de leurs clients. Ils soulignent que parmi leurs clients, l'équipement de la maison va plutôt bien ou plutôt moins mal que les autres, mais le prêt-à-porter est un secteur dans les centres commerciaux qui est sinistré aujourd'hui. Dans les clients cités par Unibail a publié, c'est très intéressant, je vous encourage à aller les voir, des statistiques de santé de leurs clients par segment de clientèle dans leurs centres commerciaux. Et ce qui est intéressant, c'est que les clients d'Unibail vont plutôt mieux que le marché. Le marché du prêt-à-porter
est en chute de plus de 40% en moyenne. Chez les clients d'Inibuy, c'est un peu moins, mais enfin, c'est quand même beaucoup. C'est de l'ordre de 30%. Et le secteur équipement de la maison, chez les clients d'Inibuy, va également un peu mieux que le marché. Mais est en chute de l'ordre de 10%. Et puis l'autre société, c'est Aéroport de Paris. Et là, je pense que autour de la table, nous savons que le trafic aérien est en baisse de 69% de mémoire en France, donc à Aéroport de Paris, et il ne voit pas de reprise avant 2024-2025. Et je me demandais s'il y avait d'autres entreprises finalement qui n'étaient pas en si bonne situation financière, qui finalement s'étaient aussi exprimées sur les dividendes. C'est ce que je trouve ADP, je comprends tout à fait finalement. Mais par exemple, les Air France, etc. aussi, qui ne sont pas forcément aujourd'hui en très bonne santé, c'est presque étonnant qu'elles ne se soient pas exprimées en disant qu'elles vont essayer d'avoir une continuité aussi et garder un niveau plus faible. C'est pour ça que je demandais qui c'était. Ouais. Sur ces deux thèmes, dividendes et rémunération, c'est assez... l'un des points marquants, c'est qu'effectivement, ce sont des informations qui ne sont pas obligatoires au moment des résultats. Les sociétés ne sont pas obligées de leur donner, mais le fait que des sociétés ne s'expriment pas, comme vous dites, sur certaines sociétés, ça peut être surprenant. C'est peut-être parce qu'elles partent du principe que le marché pense qu'elles ne vont pas en verser. Mais c'est peut-être surprenant, effectivement. Merci. Laurence, avez-vous pu faire un lien entre les indicateurs extra-financiers publiés et la raison d'être? Alors, je ne sais pas si Viviane est sur le call. Viviane de Beaufort a fait extrêmement un nombre des travaux extrêmement poussés là-dessus, et on va communiquer ensemble. On prévoit de faire ça à horizon avril. Alors, ce qui est intéressant, c'est que oui, nous avons fait ce rapprochement, c'est pas fini, non, il y a assez peu de liens entre les raisons d'être et les indicateurs extra-financiers publiés cette fois-ci, sauf pour certaines sociétés qui ont peut-être plus d'ancienneté, Atos notamment. Mais Atos, c'est une des premières raisons d'être qui a été votée. Donc peut-être qu'ils ont eux-mêmes, ils ont tout de suite mis en place un cadre qui va bien plus loin que la formulation de la raison d'être, un cadre de remontée d'informations et de reporting. Donc on a en tête Atos, qui est une raison d'être votée. Et puis j'ai en tête aussi Legrand, dont on a remarqué que le reporting en termes d'indicateurs financiers et de raison d'être est important, mais Legrand n'a pas fait voter de raison d'être. C'est une raison d'être formulée. Le sentiment qu'on a, mais qui est purement un sentiment et purement personnel, c'est que les indicateurs extra-financiers qui ont été publiés ont vraiment l'ambition de coller au contexte qui reste un contexte de crise, on l'a vu, et un contexte d'engagement social important où les sociétés à la fois ont montré qu'elles savaient rebondir et qu'elles savaient se mobiliser très vite, et en même temps ont conscience que en France la situation sociale est difficile, et l'ensemble des indicateurs financiers, je trouve, fait écho, reflète cela aujourd'hui, reflète plus une sensibilité au contexte français. Alors, Laurence, la féminisation n'est pas présente dans la raison d'être, oui, tout à fait. Vous avez raison. Et Danone exactement.
un cas qui montre que, alors c'est une entreprise à mission, Danone, et puis leur engagement a été extrêmement commenté à la fois au moment des décisions de suppression d'effectifs qu'ils ont eu fin 2020 et puis plus récemment avec les attaques d'Artisan Partners. Leur volonté de rendre cohérent un développement financier et extra-financier a été très commentée. La féminisation n'est pas présente dans la raison d'être, mais l'indicateur de féminisation, comme l'indicateur de décarbonation, je pense que la publication répond à des exigences quasi légales. Aujourd'hui, c'est presque impossible de ne pas publier des indicateurs de réduction de dioxyde de carbone dans le cadre des accords de Paris. Et la féminisation, c'est avec le code AFEP-MEDEF et la sensibilisation aujourd'hui à la parité, c'est un indicateur qui est presque obligatoire. Alors Laurence, toujours, aviez-vous mesuré le nombre de sociétés ayant publié une guidance l'an dernier pour comparer avec le chiffre de cette année? Oui. Alors, si vous voulez, j'ajouterai ce slide. J'ajouterai ce slide en annexe avec les autres. C'était presque 50% de plus. Presque 50% de plus que... Oui, je regarde tout secteur. Les sociétés étaient presque 50% plus nombreuses à donner des guidance. Et, merci Laurence. Désolée que votre micro ne fonctionne pas. Et les guidance, surtout, je le mettrai également en annexe. Les guidance portaient beaucoup sur les questions de développement de chiffre d'affaires et de profitabilité et moins sur les questions de cash flow. Est-ce que nous avons d'autres questions? Non, vous êtes... Pas d'autres questions. Est-ce que vous souhaitez qu'on clôture notre session tout de suite, ou est-ce que vous souhaitez prendre un peu de temps? Est-ce que vous avez besoin d'un peu de temps pour poser des questions? Julia, merci. Écoutez, merci à tous. Ce que je vous propose à ce moment-là, c'est d'en rester là. Nous allons vous envoyer les slides de support. On ajoutera les informations que Laurence, qui intéressait Laurence. Vous aurez également dans les slides de support quelques extraits en annexe de présentations qui nous ont marqués. Notamment la façon dont les sociétés ont communiqué sur les records de cash flow en 2020 ou les innovations de communication que nous avons trouvées intéressantes. Nous allons publier lundi soir dans le cadre de notre synthèse hebdomadaire l'intégralité de nos slides, de nos commentaires et de cette analyse. Et voilà, nous serons de toute façon à vos dispositions pour toutes vos questions. J'espère que cette session a répondu à vos attentes et n'hésitez pas à revenir vers nous si d'autres questions vous viennent à l'esprit. À très bientôt. Merci Anne. Merci à tous. Très belle journée, au revoir. Merci.